Bon, bah, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. C'est la première édition de Pitch and Progress. Donc, je m'appelle Jordan Platien, je suis VC Operating Associate au Hub 612. Avec moi aujourd'hui, il y a Alessio qui va se présenter dans quelques instants et qui va présenter le Hub 612 pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Et puis, un petit shout-out quand même à Marine, qui est la responsable marketing communication qui est en régie et qui va nous accompagner pendant tout ce live. Bah, vas-y, Alessio, je te laisse te présenter et le Hub aussi. Merci Jordan pour l'intro. Donc pour ma part, moi, Alessio, je suis VP et Operating au Hub 612. Je vais vous faire un petit rappel assez court sur ce qu'est le Hub 612 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous, on a un accélérateur et un fonds d'investissement filiale de la Caisse d'épargne. Et notre rôle, c'est d'accompagner et d'investir dans des startups tech B2B. Sur le fonds d'investissement, on est positionné plutôt sur de l'early stage, plutôt sur des tickets en pré-seed, seed, sur des tickets de 50 à 300 000, avec une possibilité de suivre jusqu'à 800 000 en follow-on. Et du fait de notre attachement à la caisse d'épargne, on a une forte expertise sur les fintech et les insurtech, mais on a aussi vocation, on a une expertise sur d'autres sujets un peu plus larges, comme la sales tech, la cyber, l'impact, l'intelligence artificielle, etc., etc. Voilà. Donc, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Hmm. Au plaisir de vous voir pitcher. Trop bien, merci. Bon, pour rappel, hein, l'objectif de ce format, il est simple, c'est vraiment permettre à des entrepreneurs de pitcher, de s'entraîner à cet exercice, de recevoir des questions et de devoir y répondre, recevoir des retours concrets et de progresser dans un cadre qui est bienveillant. Donc le format, hein, il est simple, on l'a dit, il y a 5 startups. Pour chaque, c'est 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions-réponses, 5 minutes de feedback. Et je rappelle aussi, donc il n'y a pas d'enjeu, c'est avant tout un exercice d'entraînement pour justement que ces entrepreneurs ils s'entraînent, ça leur permet de clarifier leur message, de prendre du recul sur la présentation. Et par contre, pour celles et ceux qui assistent au live, vous pouvez évidemment poser vos questions dans les commentaires, partager vos conseils si vous en avez. La seule règle, bah, c'est la même, c'est soyez constructifs et bienveillants. L'idée, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à progresser. Voilà, et dernier point avant de commencer, l'événement, donc il est enregistré. Il y aura un replay qui sera mis à disposition. Donc si vous connaissez des personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, mais qui pourraient être intéressées, bah, n'hésitez pas à leur partager le replay. Comme ça, ça permettra de partager tout ça. Voilà, le transcript est là aussi pour les personnes qui voudront recevoir un peu ces notes et ces feedbacks. Donc c'est cool. Et voilà, on va pouvoir commencer. Encore merci. Et on va commencer avec la première startup qui est donc Edbuild AI. Yes. Est-ce que c'est vous qui projetez les slides? Comment ça se passe? Si tu as la main dessus, vas-y. Allez, je vais tenter le coup. Tac. Ok. Je crois que normalement, vous voyez mon écran. On voit ton écran. Yes. Allez, ça marche. Trop cool. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'Edbuild AI. Comme tu l'as si bien dit, concrètement, en quelques secondes, pour bien entrer sur le sujet, Edbuild AI, c'est quoi? Edbuild AI, c'est un logiciel SaaS qui permet concrètement aux entreprises de transformer tous les supports qu'ils ont en interne, qui ne sont pas valorisés, en des capsules de formation e-learning, donc pour faire du training avec de la vidéo, du podcast, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, il faut recentrer le sujet. Parce qu'en fait, Edbuild AI, avant tout, c'est une histoire d'humain. En l'occurrence, j'ai monté Edbuild AI à la base suite à une expérience dans l'éducation. Donc, j'ai travaillé et j'ai vécu la difficulté que c'était de créer du e-learning pour nos étudiants à l'époque. Et j'ai rencontré Raphaël, qui lui a passé plus de 8 ans dans la tech et qui partageait ma passion pour l'enseignement de par ses expériences, notamment chez Open Classroom. Ensemble, on a poser un contexte qui était très clair. Depuis Covid, télétravail et plein d'autres facteurs, le e-learning, c'est devenu une norme en fait. Toutes les entreprises passent par de la formation digitale et pourtant, malgré le fait que ce soit autant démocratisé, ça reste quand même très compliqué, je vous assure. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de créer du e-learning. En fait, c'est un processus qui est quand même vachement technique, qui va être très coûteux et qui prend beaucoup de temps. C'est là qu'on intervient parce qu'en fait, on a réussi à créer une solution technologique conçu avec des ingénieurs pédagogiques, donc professionnels de la formation, qui va permettre aux entreprises de résoudre cette problématique de on doit créer du e-learning engageant, mais on ne sait pas le faire, ça coûte trop cher. Comment? En fait, on va être capable d'analyser les documents que
l'utilisateur va mettre sur la plateforme. Donc, ça peut être une présentation sur qu'est-ce que le Hub 612, ça peut être une page Notion qui explique votre produit si vous êtes un autre SaaS et que vous voulez créer un Learning Center, ça peut être un cours de maths, ça peut être un doc d'onboarding, qu'importe. L'outil va l'analyser et va être capable de le décomposer en notions pédagogiques et vous permettre de choisir les activités que vous souhaitez générer. Derrière, l'outil s'exécute et vous permet de le diffuser. En image, pour revenir un peu sur ce que je vous expliquais, l'utilisateur dépose donc son document, l'outil va le segmenter, générer et va permettre à l'utilisateur de garder le contrôle. Ça, c'est quelque chose de vachement important, c'est qu'on ne va pas créer du e-learning pour créer du e-learning. La base du problème, c'est que créer du e-learning engageant, c'est compliqué, donc on doit rester dans cette thématique. C'est comme ça qu'en fait, on résout cette problématique, c'est que l'outil va en fait anticiper le travail, va l'avancer pour vous, et vous allez plutôt vous mettre dans une phase de contrôle et non pas dans une phase de production. Concrètement, comment on fonctionne? C'est très simple. On a donc, comme vous l'aurez compris, deux possibilités sur l'outil. Une première brique qui va être on crée du e-learning grâce à une IA pédagogique. La deuxième brique, c'est on diffuse cet e-learning pour nos apprenants, nos employés, nos étudiants. Et c'est comme ça qu'est d'ailleurs structuré notre business model, puisque que ce soit sur la partie création, où on fonctionne par des abonnements qui permettent de générer plus ou moins d'heures de formation e-learning, ou sur la partie diffusion avec un modèle toujours d'abonnement, cette fois à la licence. Edbuild AI permet du coup aux entreprises de répondre à la problématique. La problématique qui est commune à un marché qui est conséquent, puisque si on regarde de plus près, en fait, le secteur du e-learning va concerner à la fois des entreprises dans l'éducation, mais surtout et avant tout des entreprises donc type organisées en réseau, cabinet de conseil, call center et grosses entreprises du CAC 40. Concrètement, le marché, il est le suivant, et nous, on s'y insère avec un positionnement intelligent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe quelques outils français, pas des masses, mais il en existe, qui permettent de générer du e-learning à partir de vos ressources. Mais on est les seuls qui permettons de le faire et de le diffuser. En gros, il n'existe aucun autre outil sur le marché capable de générer grâce à l'IA du e-learning et de le diffuser, tout ça dans un même environnement de travail. Depuis notre début de commercialisation en septembre, l'attraction est bonne. On a dépassé les 59 000 euros d'ARR, ce qui représente un peu plus de 42 clients, et on a un panier moyen d'abonnement aux alentours de 2 400 euros, avec un certain nombre de grands groupes dans l'éducation, type Scolae, le groupe Ionis, mais également pas mal de corpos donc structurés en réseau, comme je disais, avec notamment le groupe de centres dentaires, des groupes d'immobilier, etc. Concrètement, on est à croiser un moment important de l'entreprise. Aujourd'hui, on est incubé à Station F avec l'incubateur de l'école 42. On a 2 personnes sur la tech en plus de mon CTO à plein temps, et on a besoin de continuer à développer la plateforme pour pouvoir répondre toujours plus aux enjeux que nous partagent concrètement sur le terrain nos clients. Donc ça va être un premier enjeu qu'on nous a beaucoup partagé, c'est la souveraineté. La deuxième, ça va être vraiment l'aspect LXP, donc avoir vraiment quelque chose de fun à consommer. Et enfin, ça va être vraiment être capable de créer le futur de l'apprentissage avec une IA qui aura permis de créer, mais aussi une IA qui aura permis aux étudiants et aux employés d'apprendre. Merci beaucoup. Je vous propose de passer directement à la phase de questions, et si vous avez besoin ou envie de découvrir un peu plus ce qu'on fait avec une démo live, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Très cool. Merci bien. Merci bien pour ce speech. Du coup, si c'est full, c'est génération via de l'IA, c'est quoi comme modèle que tu vas utiliser derrière? Alors, tu veux demander finalement quel est le modèle LLM qui tourne? Ouais, c'est ça. Ok, très clair. Nous, on utilise Mistral, justement par rapport à ces enjeux de souveraineté. C'était évident pour nos clients, et puis la donnée est ensuite hébergée sur Scaleway. Ok. Très bien, top. Moi, j'ai peut-être une question. Tu dis que vous créez et que vous diffusez du coup du contenu. C'est ce que fait un LMS actuellement. Vous visez des grands comptes qui disposent déjà de LMS type 360 Learning, des Learning Management System. Est-ce que vous venez remplacer un LMS classique dans une entreprise, ou est-ce que vous avez la possibilité, si votre valeur ajoutée, c'est de créer plus rapidement des formations et des meilleures formations, vous pouvez laisser la possibilité en fait à un LMS existant de diffuser ce contenu? Ouais, c'est une très bonne remarque et je te remercie. En fait, on peut complètement permettre à nos utilisateurs d'uniquement créer.
C'est pour ça que c'est un business model en deux parties. Comment? Parce qu'en fait, il y a des exports qui sont existants sur notre outil. Donc, on peut exporter en SCORM, en CMI5, H5P, XAPI. Bon, c'est des termes techniques. Mais en fait, ce sont des fichiers qui permettent justement de transvaser une formation qui a été créée sur un outil auteur, le nôtre par exemple, vers un LMS type 360. Je prends 30 secondes de plus pour compléter un petit peu aussi par rapport à ce que tu as dit. Aujourd'hui, on vise avec ce combo outil auteur plus LMS intégré, déjà un énorme marché d'entreprises qui sont entre 50 et 150 employés qui n'ont pas encore digitalisé de la formation pour leurs employés. On vise également des très grands comptes qui sont aujourd'hui sur 360, Blackboard, etc. Et on en a signé. Pourquoi? Parce que notre outil auteur permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et dans un cadre en fait sécurisé. Et c'est pour ça que, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a aujourd'hui 2 groupes du CAC 40 qui utilisent activement la solution. Ok, top. Ouais, si je peux même un peu continuer sur ça, sur cette partie-là. C'est quoi votre avantage par rapport à ces LMS sur la partie justement création, et qu'est-ce qui les empêche de venir vraiment sur de la création assistée à l'IA? Ce 360 Learning, typiquement c'est un LMS classique, mais c'est des grosses boîtes qui ont quand même pas mal de moyens. Eh bien, à mon avis, c'est un peu une analogie tech où souvent on dit que une application, par exemple, elle est mobile first. Okay, c'est un argument que souvent on entend dans la tech. Ça veut dire, ah ben là, elle a été pensée initialement pour être faite sur téléphone et non pas c'était un truc sur ordi qu'on va mettre sur téléphone. Et ben, c'est exactement la même chose qu'on retrouve. Tu vois, dans ma comparaison, j'ai évidemment anticipé qu'il y a énormément de plateformes tout en un. Sauf que ces plateformes, elles ont 5, 10, 15 ans. Elles ne sont pas nées à l'ère de l'IA. Donc, dans la partie outil auteur, elles sont dépendantes d'une structure qui est colossale. Et c'est très difficile pour elles aujourd'hui de tout supprimer et de dire on repense le processus de création. Elles intègrent de l'IA, sauf que c'est beaucoup moins poussé que ce qu'on est capable de faire. Concrètement, on va être capable de se dire, OK, je vais créer manuellement mon QCM et je vais avoir une petite baguette magique pour me générer quelques suggestions. Nous, on est dans un processus qui est beaucoup plus complet. On analyse ta doc et c'est de cette doc, de son contexte, qu'on va être capable, en intégrant des éléments de taxonomie de Bloom, de te générer les activités de ton choix en bloc. Et donc, en fait, tu n'es pas dans une optique de dire, je vais créer manuellement et ponctuellement, je vais m'aider de l'IA. Tu es dans une optique où, en fait, l'IA va prendre le contrôle sur la phase de création, de production, qui est concrètement quelque chose que les ingénieurs pédagogiques, les professionnels n'apprécient pas plus que ça. En fait, c'est pas là quelle est leur valeur ajoutée. Elle est dans l'idéation, dans le storyboard, dans la relation client. Donc, en fait, on vient supprimer cette phase qui n'est pas forcément appréciée et qui prend beaucoup de temps pour pouvoir générer en bloc, mais par contre, garder le contrôle derrière, que ce soit en amont avec le storyboard, que ce soit après la génération où l'utilisateur va pouvoir contrôler, modifier, voire régénérer. Je n'ai pas été dans le détail de toutes les fonctionnalités. On fait du multilingue, on fait pas mal de choses, etc. Mais concrètement, en fait, l'utilisateur peut expliquer ce qui ne lui a pas convenu pour que l'outil réitère. Aujourd'hui, c'est comme un peu plus de 40 boîtes avec des tailles différentes. Il y en a une bonne partie qui ont déjà un LMS et qui viennent chercher justement cette valeur d'outil auteur qu'elles ne retrouvent pas sur leur LMS standard. Par contre, c'est peut-être une porte d'exit, tu vois, typiquement. C'est bien, tu penses à la suite, c'est cool. Par contre, comment tu vas chercher ce marché? Moi, si on peut revenir sur ta slide là-dessus, ou en tout cas, comment tu l'as calculé? C'est ton somme, juste pour savoir, parce que du coup, ça te fait une part de marché à 200 millions. Comment tu l'as estimé, celle-ci? C'est très clair, en fait. Je me suis basé sur des sources que j'ai indiquées en dessous, qui vont donner le marché européen de outils auteur plus LMS. Ensuite, j'ai été filtré là-dedans sur le marché français là-dedans. Donc, on est à 950 millions. C'est l'état de l'art actuellement. J'estime qu'on peut aller atteindre une grosse part de marché parce que, en fait, plus l'outil va avancer, plus on va être capable de, on va dire, renforcer cette partie apprenant. Et donc, là où aujourd'hui, on a une partie des ventes qui est outil auteur plus LMS, une partie des ventes qui est outil auteur only, demain, on va être capable d'avoir aussi des comptes qui sont aujourd'hui sur un 360, un RiseUp, un Blackboard, qui vont aussi venir chercher cet aspect LMS nouvelle génération, là où les acteurs traditionnels, qui sont super, là n'est pas la question, eux auront des dépendances qui feront que c'est plus délicat pour eux de créer du AI first, quoi. Okay. On passe au feedback, c'est ça? Ok, bon, très cool. Merci pour toutes les réponses. Si je peux commencer pour les feedbacks, moi je trouve déjà c'est bien, tu es clair, tu parles
Assez lentement, mais avec dynamisme quand même pour nous embarquer. Je trouve que c'est un bon truc. Il y en a qui parlent trop vite, il y en a qui parlent pas assez vite, qui s'éternisent sur des sujets. Moi, je trouve que ton pitch, il a été fluide tout le long. Donc ça, c'est un bon point. Euh, Maintenant, si je peux revenir plus sur le côté deck, du coup, il y a l'aspect mapping concurrentiel. Moi, tu sais, mettre un logo en haut à droite, je trouve pas que ce soit pertinent. Tu l'as très bien expliqué justement quand on t'a posé des questions sur tes vrais avantages vs d'autres solutions. Il faudrait peut-être imaginer, en tout cas c'est une suggestion, hein, mais est-ce qu'il y a moyen de faire peut-être un tableau avec tu vois, des caractéristiques chez toi, VS chez les autres, et mettre en fait les manquements qu'il peut y avoir. Ça, c'est peut-être plus parlant. Comme ça, visuellement, en plus, les gens savent ce que tu vas dire un peu ligne par ligne. Parce que en mode en haut à droite, enfin, tu vois, j'imagine que toutes les startups, de toute façon, se mettent en haut à droite, c'est ce qui Ouais, est ouais, et normal. on met tous des flèches vertes. Mais en fait, si tu Exactement. veux, parce que je suis preneur de ton conseil pour Mm, aller jusqu'au bout, et peut-être que tu as une idée pour moi, c'est que c'est très important pour moi quand même de ne pas rentrer dans un tableau, parce que c'est très important, et je l'ai peut-être mal représenté visuellement, il faut trouver autre chose, mm, de distinguer en fait des outils AI first, comme les 3 concurrents que j'ai montrés sur la slide, et mm, justement, comme on m'a posé ensuite dans les questions, les mastodontes qui sont là et qui sont des mm, outils complets, mais qui ne sont pas AI first. mm. Et Mais c'est du coup, c'est pour ça que rien la croisée n'empêcherait, tu des vois, deux que je veux. tu te mets un tableau et tu te mets des colonnes et tu peux remettre en mode des surcatégories un peu par-dessus, AI first et puis traditional actors, Ok. tu vois. Et puis après, juste dans chaque case, tu mets juste des croix ou des V, en fait, sur ce qui est coché de leur côté et ce qui ne l'est pas. Et en fait, toi, tu montres que tu vas cocher un peu toutes ces cases et c'est pour ça que ta solution, elle est tout en un et à la fois, elle est nativement AI. Ok. En tout cas, à tester, mais ça peut être un truc différenciant, je pense, quand tu repitcheras ça. Ok. Ok, je passe à mes retours. Effectivement, je suis d'accord avec Jordan. Tu as été très clair, très éloquent, en tout cas dans ta façon de présenter. C'est un bon enchaînement de slides. C'est en tout cas moi l'enchaînement que je préfère le voir. C'est pas habituel de mettre la slide équipe avant la slide Ouais, je solution et la sais. slide problème. Mais moi, j'aime bien parce que ça Mm, permet en fait directement de comprendre d'où vous venez et pourquoi la solution. Je trouve ça un peu bizarre souvent de mettre l'équipe tout à la fin parce qu'en fait, l'équipe, c'est le cœur du projet, surtout en pré-seed seed. Et j'ai trouvé ça très bien en tout cas de l'avoir fait. Et en tout cas, l'enchaînement a été assez clair. Si j'ai peut-être une petite remarque à faire, c'est pas forcément sur le pitch, c'est pas forcément sur le deck, c'est plus sur les réponses aux questions. Les 2 premières questions, je trouve que ça a été super clair, en tout cas très bien amené. Sur la troisième question, j'ai eu tendance à décrocher une fois et à perdre un peu le fil en fait je t'ai posé la question quel est votre wedge par rapport au LMS existant. Tu l'as bien expliqué, mais tu t'es parfois un peu perdu dans les explications. Oublie pas, en fait, si c'est des questions en fait centrales comme ça, de mettre un hook au début, mettre un hook à la fin pour si moi, en fait, à un moment, j'ai décroché parce que la réponse est longue et forcément, tu as plein d'éléments à donner. À la fin, je peux me raccrocher au wagon en mode, tu me dis, donc si je résume, notre plus gros avantage par rapport à ça, c'est la flexibilité. Et nous, en tout cas, on a créé et pensé la solution justement pour être mobile first, comme tu l'as dit au début. Ça me permet de raccrocher les éléments. Mais sinon, sur la réponse aux questions, j'ai trouvé que c'était bien. Et mm, après, sur le deck, quelques petits éléments de mise en forme, mais comme je l'ai dit, mm. j'ai bien aimé en tout cas l'enchaînement que tu as utilisé. Ok, merci. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ces retours ou si. Ouais, ouais, en fait, tu vois, la preuve en est, c'est que tu viens de me dire mobile first. En fait, c'est pas du tout ça. L'idée que je voulais communiquer, c'était plutôt une analogie de Ouais, là Mm, où aujourd'hui, tu as beaucoup de plateformes qui sont traditionnelles et qui viennent mettre massivement de l'IA, mais c'est pas natif, ça n'a pas été construit autour mhm. de ce flow. Nous, on l'est construit comme ça. Et donc, forcément, on va beaucoup plus loin, mais on a beaucoup moins de passé de choses qui nous retiennent. Et donc, je voulais faire cette analogie avec mobile first, où tu vois, parfois, tu as Oui, des apps qui ont été faites mobile first. Ça fait vraiment une différence versus une app qui était sur ordi, qu'on mm. vient essayer de foutre sur mobile, où tu sens des mm, petites frictions parce que tu as des dépendances. C'était plutôt ça que. Mais du Ouais, coup, c'était mais pas vous, une vous vraie êtes analogie. flexible et vous n'avez pas de legacy. Tu le redis juste à la fin et la réponse à la question, elle est parfaite. Ok. En tout cas, dans les réponses longues comme ça, c'est bien souvent de raccrocher la personne que tu as en face à l'élément central, surtout sur des questions aussi centrales que ça.
Mais je suis d'accord. Ok, merci. Et le dernier truc, après la dernière slide, j'aime bien call to action. Tu vois, il y a le QR code et tout. Les personnes sont incitées tout de suite à aller tester. En vrai, ça, c'est top, je trouve. Ouais, mais j'ai pas Voilà. encore reçu de prise de rendez-vous. Ça va arriver, ça va arriver. J'en doute pas. Très bien. Je pense Merci, qu'on Benjamin, peut- ouais. ouais, on va passer du coup au deuxième projet, Basilis. Ah, bah, un call to action dans Voilà. le chat. Top. C'est parti, j'y vais. Allez, Parti. let's go. Du coup, mon pitch, j'ai 5 minutes. Je ne vais pas vous présenter mon deck en même temps. L'idée, c'était de focus sur le storytelling. Puis, pour les questions, on le sortira. Je suis accompagnée de mes associés, ils s'en chargeront. Donc déjà, pour la petite histoire, moi, j'ai eu Fabrice qui m'a dit on était en shortlist pour un contrat à 220 000 € et on a tout perdu à l'étape des questionnaires de sécurité. 300 questions auxquelles on ne savait pas répondre, pas le temps de se mettre aux normes. Le prospect a choisi notre concurrent, moins bon, forcément, mais certifié ISO 27001. Alors, du coup, c'est après avoir entendu le témoignage de Fabrice, notre ami, qui nous est paru évident que la conformité était un sujet majeur en 2026 et pour les prochaines années encore plus. Parce que je pense que comme moi, vous les avez vus passer, les mails de données hackées chez la NTS, EduConnect, tous les jours, il y en a parce qu'il y a des clients qui exigent maintenant encore plus de leurs prestataires d'être certifiés, DORA, SOC 2 ou bien NIS 2. Alors, c'est des termes un peu particuliers, on va en venir. Mais nous, on commence tous à douter de la sécurisation de nos données. Typiquement, est-ce que Virginie, partie en janvier, est bien retirée des effectifs d'AWS ou est-ce que le stagiaire n'est pas considéré comme super admin sur Salesforce ou est-ce que le mot de passe de Bertrand n'est pas AZERTY 1, 2, 3 ? Alors, clairement, se soumettre à un audit de certification, pour obtenir une certification, c'est 20% de temps de dev en moins, sacrifié pour un CTO, et ça ne fait pas avancer la roadmap, et surtout pour une PME qui scale et dont les priorités business s'accumulent. Donc, on manque de temps, on manque de ressources, et surtout, on manque de connaissances sur ce sujet, très cyber. Alors, dans un marché mondial porteur estimé à 203 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 14%, nous, on a décidé de créer Basilis. C'est une plateforme de conformité souveraine 2 en 1. Alors, d'une part, on automatise en continu 80% de la préparation d'un audit, c'est-à-dire on se branche directement sur les outils comme Google, Slack, Jira, HubSpot, etc. On récolte les preuves en temps réel et on monitore 24/7 le passage des contrôles. Point 1. Et d'autre part, c'est là où nous, on a une grosse force, c'est on privilégie l'humain. En gros, on est en train de créer un logiciel dopé à l'humain, c'est-à-dire avec un accompagnement d'un expert cyber qui, lui, supervise le projet et s'assure que l'audit sera un succès à la fin. Alors, au-delà du fait que cet expert cyber, il avait fait ses armes à Interpol, plutôt la classe, il est là parce qu'on entend souvent le « mais je peux le faire moi-même avec l'IA ». Alors, OK, est-ce que vous laisseriez l'IA rédiger un contrat de divorce avec le risque de perdre votre maison, la garde des enfants et de le présenter devant votre ex et son avocat à côté ? Ben non. Non, parce qu'en fait, on a besoin d'un expert qui porte la responsabilité de la validation. Et nous, on est cet expert. Donc, Basilis, c'est plus qu'un outil, c'est une relation humaine, de la pédagogie pour comprendre pourquoi la conformité n'est pas juste une formalité, mais un avantage tant commercial que défensif. On transforme la contrainte en un argument fort pour nos clients. Et alors, pourquoi ? Vous allez me dire, choisir Basilis, ce n'est pas un géant américain comme Vanta, Drata, qu'on peut connaître. Parce que la sécurité de nos clients, elle ne doit pas dépendre d'une entreprise étrangère en vrai. En choisissant Basilis, vos données de vulnérabilité, elles restent en France. Nous, on valorise l'intelligence digitale française en soutenant des entreprises comme Scaleway, Mistral AI. On veut protéger nos clients du Cloud Act américain, encore plus en ce moment, avec un climat géopolitique instable. C'est un argument de vente qui est massif pour nos clients européens. Donc, on a un modèle SaaS modulaire qui commence à 4 900 € l'année, avec une formule premium annuelle à 9 900. Et donc, on rend la GRC accessible aux PME de 10 à 200 salariés. Entre l'intégration aux outils utilisés et l'accompagnement fort
on s'engage dans une relation de confiance avec nos clients, ce qui nous permet facilement d'envisager un ARR de 1 à 4 millions d'euros dans les 3 à 5 prochaines années. Parce que c'est très dur de partir quand tout est imbriqué dans la plateforme. Et puis qu'on a une bonne relation client aussi. Donc nous, notre ambition, c'est de devenir la référence européenne de la confiance du numérique. Et comme Alessio l'adore, je vais porter cette vision avec mes amis, mon équipe fondatrice en fin de pitch, qui est composée de 3 piliers qui est parfaitement complémentaire. On a Quentin, qui est notre CTO, qui a déjà plusieurs fois bâti une infrastructure SaaS et robuste, elle est efficace. Et puis Melvin, c'est notre expert cyber. Il est habitué à venir en aide aux PME pour identifier leurs failles, former leurs équipes et structurer leur sécurité. Et il sait exactement ce qu'un auditeur veut voir et c'est l'essentiel. Et puis il y a moi qui maîtrise l'art de transformer un besoin complexe en un succès client avec un point d'honneur à valoriser les compétences humaines. On va en avoir besoin ces prochaines années. Voilà. Donc si vous avez des questions, évidemment, je suis disposée à répondre. Merci. C'est très cool. Très, très cool. Ok. On peut accueillir peut-être Quentin et Melvin s'ils le souhaitent. Ouais, bien sûr, hein, si vous voulez répondre en fonction des questions. C'est super bien parce que c'est vrai qu'à l'ère de l'IA de partout, je comprends que le côté humain, il est super important. Pour autant, du coup, comment vous visualisez en fait le fait de scale cette boîte? Est-ce que c'est une envie de scale ou peut-être pas spécialement, que vous allez arriver à un palier qui vous conviendra très bien et vous aurez déjà assez de quoi faire? Parce que du coup, pour quasiment chaque dossier, il vous faudra en fait un expert cyber ou en tout cas par thématique en fonction des besoins, parce qu'il y a ISO 27001, mais il y a d'autres normes et j'imagine que voilà, vous allez avoir une galaxie de produits que vous allez adresser. Du coup, comment vous allez scale en fait tous ces recrutements et en tout cas l'entreprise qui sera la vôtre? Eh ben justement, c'est une excellente question puisque c'est le point d'honneur à créer ce logiciel. L'idée, c'était de donner à nos RSSI, donc à nos experts cyber demain, un outil qui automatise des tâches qu'aujourd'hui, ils font à la mano. Tu prends un consultant cyber, il fait des choses, il fait ses petits tableaux Excel, etc. Ce qui coûte cher d'ailleurs aux entreprises de prendre un consultant. Nous, grâce à l'IA intégrée et à tout le logiciel qu'on est en train de monter, on va automatiser son temps de travail. Donc en fait, on va gagner en temps et donc on va pouvoir déployer plus de clients, ce qu'un consultant tout seul ne pourrait pas faire. Aujourd'hui, il va faire des kick-offs pour entamer une stratégie, faire une supervision en étapes sur l'année et finir avec un check-up annuel avec évidemment dans l'objectif d'upseller sur peut-être une nouvelle réglementation ou pourquoi pas d'autres produits cyber. Là, l'idée, c'est de se dire, en lui donnant des outils, il va gagner du temps et il va pouvoir déployer son temps sur plus de clients. Ok, ok. Tu as mentionné beaucoup les Américains et je comprends totalement qu'il y a un enjeu de souveraineté. Pourtant, il y a quand même quelques acteurs en France. Comment vous vous distinguez? C'est quoi vos différenciations? Est-ce que vous en avez déjà conscience aussi de ces acteurs-là? Ouais, on en a conscience parce qu'en fait, on en a qui vont être plus full cyber, moins axés conformité. Et d'ailleurs, on l'a remarqué quand leur conformité, ils l'utilisent avec beaucoup d'agents IA. C'est-à-dire, en gros, au contraire, leur argument de vente, c'est on automatise tout, blablabla. Nous, notre problématique, et on en connaît, on a eu des clients d'acteurs concurrents qui m'ont dit, mais moi, je laisse tout faire, je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Les sales, ils m'ont demandé d'avoir le SOC 2, bon, bah, j'ai SOC 2. Il sait pas pourquoi il a fait ça, il n'a pas la pédagogie, on ne lui a pas expliqué. Et donc, nous, c'est ce qu'on a besoin, c'est de se dire, mais il faut accompagner avec un humain, juste ne serait-ce que de comprendre pourquoi il faut sécuriser tes données. Et en fait, c'est ça la différence que l'on a avec nos concurrents, qu'ils soient d'ailleurs français, européens ou américains. En fait, il y a tellement cette dynamique à l'IA, il faut y aller, il faut tout automatiser, on devient… Alors, c'est sûr que peut-être en termes de marge, in fine, ça peut… Mais pour moi, c'est pas valable dans le temps. C'est pas pérenne. À un moment donné, les clients, ils vont revenir parce qu'ils auront besoin de comprendre ce qu'ils font, tout simplement. Ok. Et juste, Jordan, si je peux ouais, vas-y. rajouter, parce que il y a quelques semaines, 2 ou 3 mois, je crois, il y a une grosse boîte de conformité qui s'appelle Delve, qui était surboostée à l'IA, qui a eu des très gros problèmes puisque le 100%, quasiment 100% des documents qu'ils généraient sur les normes de sécurité et la conformité étaient générés par IA.
Il y a un client à eux qui a eu des problèmes de sécurité. Les assurances ont refusé de rembourser parce que les documents étaient pas, les documents générés par IA n'étaient pas conformes. Ouais, bien sûr. Donc, Et il puis y a quand j'imagine même que pour le moment une limite ouais. à Mm. l'utilisation de l'IA sur la partie conformité. Mm. Ouais, puis j'imagine de toute façon que ces documents générés par IA, ils sont sensiblement les mêmes, c'est juste quelques informations qui bougent, mais du coup, c'est pas assez adapté au cas précis de chacun. Donc, ouais, je comprends. C'est ça. En fait, tu peux créer un Et, template avec l'IA et c'est ce que nous, on mm, pourra faire au départ. mm. Mais tu es quand même obligé à un moment donné de t'investir un peu de temps. Sauf Et que de nous, personnaliser ton dossier, quoi, en fait. ouais, 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 c'est ça. Mais Et, l'avantage de la plateforme, c'est qu'on compile et puis on monitore tous les jours. Parce que mm, c'est ça aussi, la conformité. Il y en a beaucoup qui se payent une certif, mm, mais après-demain, tu peux déjà tout exploser en rentrant un nouvel outil dans ton mm, entreprise. Donc, mm, c'est le monitoring en continu aussi qui est très valorisé. ouais, ok. Ouais, on va peut-être. Ouais. J'ai une dernière question, mais c'est pas grave. C'est plus au niveau des tarifs et des deux propositions. Moi, je trouve ça un peu bizarre de faire un modèle SaaS Mm. sur de la réglementation, parce qu'en fait, ça veut dire que, bon, en ressenti, moi, si j'étais un client, j'avais passé de certif, hein, mais si j'étais client, ça veut dire que la première année, je vais avoir beaucoup de travail à faire, je vais avoir des audits, etc. Je vais avoir une certif, au bout d'un an, je vais être content. Et après, bah, je vais avoir bien sûr de la maintenance, je vais avoir du monitoring, etc. Mais je sais pas, je trouverais ça bizarre de payer autant la première année où j'ai une grosse reward, où j'ai la certif, etc. Et au final, je suis facturé toutes les années le même montant. Après, je sais pas si vous avez des retours par rapport à ça, Ouais, si vous ouais. l'avez compris d'une certaine façon. C'était sûr que c'était une question qui allait sortir, évidemment. En fait, il faut quand même imaginer que nous, on n'est pas le passeur de certification. En fait, ça, c'est fait avec un audit externe, c'est obligatoire, c'est Mhm. légal. Enfin, nous, on est un préparateur à cet Ouais. audit. Et donc, pour être aligné toute l'année sur notre conformité, tu l'as dit, il faut rentrer des documents au début, tu configures ta plateforme. OK, c'est sûr que ça te demande comme n'importe qui va configurer un nouvel outil dans son entreprise, mais pour autant, nous, ce qu'on valorise, c'est l'accompagnement, de l'expert cyber et du monitoring en continu et d'aller chercher tous les jours les informations sur tous tes outils. Donc, en fait, oui, tu as un temps d'onboarding, mais qui n'est pas celui qu'on valorise financièrement. Voilà, donc en gros, et l'année 2, d'ailleurs, généralement, le check-up qu'on fait en fin d'année te permet aussi de soulever des points d'attention. Et parfois, les réglementations, quand tu commences et que tu mets de l'IA, tu veux peut-être faire ISO 42001. Donc, en fait, c'est aussi un amas de plusieurs réglementations auxquelles on peut se mettre en place. Quelqu'un qui se lance dans la conformité, c'est quelqu'un qui a envie de se sécuriser. C'est clair. Melvin, ouais, si tu veux y aller rapidement. C'est très très rapide, ouais, c'est juste plutôt le côté terrain cette fois, c'est de leur dire qu'en fait la mise en conformité en plus, en réalité, c'est quand même un travail qui prend pas mal de temps. Donc dans tous les cas, quand on atteint justement un niveau de conformité, ça peut prendre 1 an, 2 ans en fonction de la taille de la société. Donc dans tous les cas, c'est une relation long terme. Et puis en plus, oui, en effet, il y aura le monitoring dans la foulée. Ok, Très bien. très clair. Très clair, très clair. Tu veux que je commence? Allez, vas-y. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà la façon de faire sans deck. Euh, En vrai, moi, ça me perd un peu de faire avec des decks. Je trouve que souvent un premier call où c'est juste un échange où on apprend à se connaître, c'est aussi bien. Le deck permet effectivement de se raccrocher des fois à certains éléments si on a perdu le fil de la conversation, mais un échange comme ça, c'est aussi très bien. Je trouve que c'est aussi bien amené. Je réduirais peut-être un peu la première partie qui est la partie présentation du problème. En tout cas, après, je sais pas si c'est parce qu'on est dans cet écosystème-là, mais le pain, en vrai, on le connaît assez bien. Et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu long sur la première partie. Et du coup, il y a certains éléments que tu as peut-être moins creusés et qui auraient peut-être un peu plus été détaillés. Typiquement, la différence entre le starter et le premium. Mm. Est-ce que c'est une différence en termes d'accompagnement humain? Est-ce Oui, que c'est qu'il y a complètement. moins de connecteurs, etc. Je trouve que ça aurait pu être un tout petit peu plus approfondi, même si c'est l'occasion aussi des questions. On est bien d'accord. Voilà. Ouais, bah, je vais rebondir là-dessus parce que moi, j'aurais pas dit la même chose justement. Je trouve que le storytelling comme ça, il est super bien. Mais en fait, déjà, c'est vrai qu'on s'est
c'est un entraînement pitch devant des investisseurs parce que c'est notre métier, mais pour autant, ce genre de pitch-là, sans deck, tu vas peut-être aussi le faire devant, je sais pas, des conventions pour gagner un prix, tu vois, ou sur un public à Vivatech, des choses comme ça. Donc, je trouve que le format est intéressant aussi, et c'est dans ce moment de storytelling que tu vas vraiment transmettre le message et que tu vas embarquer un public. Donc, je comprends en vrai totalement le point d'Alessio, mais je trouve que c'est bien de l'avoir fait de cette manière. Il Mm. faudra que tu aies d'autres formats, plus investisseurs si un jour vous levez des Oui. fonds, plus clients évidemment quand vous vous adresserez à vos prospects. Mais voilà, moi j'ai bien aimé ce truc-là, et le storytelling est bon en vrai. Tu Mm. ressens tout de suite le pain. Mais par contre, je suis d'accord que dans un truc de 5 Oui. minutes, même si Ouais. tu as très bien tenu le temps, si tu as envie de faire passer tous tes messages, il faut que tu enlèves peut-être quelques petites briques au départ pour que en fait, ce soit fluide à la fin et que les gens comprennent parfaitement comment ta solution fonctionne et par quels moyens on va pouvoir y accéder, le pricing, des choses comme ça. Mais Ouais, sinon, moi, j'ai bien aimé le dynamisme de la chose, quoi. Ouais, merci. Juste pour rebondir et c'est tout. Bah, merci beaucoup pour ces retours. Ils sont très positifs parce que, en fait, c'est exactement ce qu'on essaye de transmettre, c'est cette partie humaine. Alors, ça fait très à l'ancienne, mais on y croit vachement en tout cas. Et comme c'est pas très sexy comme sujet, la conformité, et que c'est parfois compliqué et que c'est une contrainte vécue parfois difficilement dans les entreprises, voilà, j'essaye d'embarquer d'une autre manière les gens à travers une histoire, quoi. Non, Et c'est bien. si je peux aussi rebondir, ça me fait penser, bravo Melvin et Quentin, vos réponses parfaites, court, concis, les deux interventions étaient très bonnes. Donc voilà, je tenais à noter ça. C'était en tout cas, ça a apporté clairement tout ce qu'il fallait. C'était court, très bien. Top. Merci. Et Merci. dernier point pour ma part, par contre, si je me rappelle plus exactement, mais tu as apporté des métriques dans ta solution, ce que tu devais gagner en termes de temps ou d'argent, je me rappelle plus, il y avait une métrique, c'est un 90% ou quelque chose comme Ouais, ça. 80% ouais, d'automatisation. Voilà. Par contre, dans le problème, ça peut être quelque chose à mentionner aussi. Mm. Les métriques fortes, tu vois, en mode Mm. telle boîte a perdu tel client, donc ça représente tant de chiffre d'affaires, Bah, ou j'ai alors, essayé ouais, avec le 220 000 euros, tu sais, au début, en disant ouais, un contrat perdu, ce qui est vraiment vrai, hein. Il y a des ouais, contrats ouais. qui se perdent, des appels d'offres qui ne se retiennent pas, Mm, avec bon, un chiffre, évidemment, un peu pris comme ça. Et j'avais aussi dit le temps d'un CTO qui était de 20% dépensé mm, bah, dans cette gestion de projet qui était hors roadmap, qui mm, pouvait aussi ouais. montrer un peu un pain. Mais oui, je peux peut-être axer sur des chiffres plus forts. Ouais. Non, non, mais enfin, ou alors c'est juste que j'étais dans le Ouais, truc, mais après j'ai plus pensé. Mais dans ce cas, si t'en as déjà quelques-unes, c'est bien. Parce que, et sinon, je pensais à, par exemple, selon les réglementations, il va y avoir, je sais pas, tant d'entreprises qui vont devoir être ISO 27001 à partir de telle date, sinon c'est mort. Tu vois, genre, ça, il peut peut-être avoir un truc de marché, peut-être c'est plus global. Ça pourrait être intéressant. Mais en vrai, si tu as déjà tout mentionné comme ça, c'est très très bien. On passe à la suivante. Ouais, je vois. Ouais, il y a Manuel. Tu voulais commentaire. faire un commentaire. Est-ce que tu pourras peut-être l'écrire dans les messages ou et on le mentionne à l'oral? Ah, bah, Ah ouais. Ah bah super. Eh ben, alors, il est super constructif, j'imagine, ce message. Est-ce qu'au pire, bah, Basis, on peut vous laisser le lire, l'appréhender et peut-être que vous pourrez même échanger via le biais de LinkedIn ou quoi. Et comme ça, nous, on continue pour être dans le timing pour la prochaine startup. Ok. N'hésitez pas à le faire dès le début où on commence à faire les retours, comme ça on peut les intégrer aussi directement dans nos retours. Voilà. Hop, et ben allez, on va passer donc prochaine startup. On s'était dit Oswine. Yes, Adrien. bonjour à tous. Je partage mon écran. Je commence par la fin. Ok, donc je vais vous parler de Oswine. Oswine, c'est quoi? C'est un système d'exploitation pour domaine viticole. Aujourd'hui, mon constat, c'est qu'il y a à peu près 30 à 40% du temps qu'un vigneron passe sur de l'admin, alors que il devrait faire du vin, puisque c'est un peu son métier. Et je l'ai vu à travers différents problèmes que j'ai scindés en deux, qui sont la partie commerciale, où c'est bien de faire du vin, mais il faut le vendre, et il faut savoir le vendre. Donc le vigneron, en tout cas les commerciaux des domaines viticoles vont
vont aller faire beaucoup de salons, rencontrer beaucoup de monde, et ils vont pas hyper bien gérer ces prises de contact et on va dire les relances liées et les propositions commerciales, la compréhension de certains marchés ou de certains types de clients. Et la communication avec ce qui se passe vraiment dans la cave, donc au chai, donc de savoir combien de bouteilles je vais pouvoir produire, à quelle date je vais pouvoir les vendre, et qui, entre guillemets, ça pourra toucher. Et donc, il n'y a pas un peu vraiment cette traçabilité et cet échange entre la partie commerciale et la partie, gestion du domaine, physiquement. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a 3 grosses choses. C'est que déjà, la partie IA, alors là, j'ai focus la partie vocale parce que c'est un peu ma cible, mais en tout cas, la partie IA vocale aujourd'hui est extrêmement avancée et extrêmement peu coûteuse, ce qui n'était pas possible il y a quelques mois ou années. La filière viticole, en fait, il y a entre guillemets une transition qui est de transmission de domaine qui passe de parents à enfants, donc personnes un petit peu plus jeunes, un peu plus tech friendly, on va dire, et donc une transition un petit peu de passer sur le digital qui est une opportunité. Et aussi le fait que en fait, le marché est tout simplement un peu sous-équipé, donc c'est pour ça que j'ai mis encore vierge. La solution aujourd'hui, donc je suis à l'étape du MVP où j'ai construit deux parties de section qui répondent aux problèmes, c'est-à-dire la partie commerciale où très rapidement, en 30 secondes, avec mon téléphone, à la voix, je peux résumer la discussion que j'ai pu avoir avec un prospect dans un salon. Et il va me créer tout simplement une fiche prospect avec toutes les actions réalisées et qui vont se réaliser automatiquement. Donc, par exemple, envoi d'un email la semaine suivante avec les tarifs pour telle cuvée. Et le deuxième module, lui, plus à destination, donc sur place au vignoble, donc de savoir un peu combien j'ai de cuves en train d'être remplies en ce moment, les opérations que je vais faire, donc un peu une sorte de journal également, de savoir les contrôles que j'ai pu aller faire, et que ces deux choses-là communiquent ensemble, c'est-à-dire que et la partie commerciale voit ce qui se passe au chai et l'inverse également. Pour revenir sur mettre un logo sur un quadrant, eh bien, j'ai bien placé Oswine en haut à droite, puisque apparemment c'est la place que ça doit prendre. Donc, un peu la distinction réelle pour revenir dessus et prendre les commentaires précédents en compte. En gros, c'est le positionnement du mobile first et AI native qui ne sont pas du tout le cas des autres outils qui ont été créés il y a certains très longtemps, c'est-à-dire 20 à 30 ans, et d'autres un peu plus récents comme Backyo ou Wineries, mais qui sont toujours dans le côté saisie et l'approche très CRM. Donc, je dois saisir et qui prend au final autant de temps et qui ne résout pas vraiment le problème de dire je passe 30 à 40% de mon temps sur de l'année. Le business model est simple, c'est un SaaS classique, aucune révolution là-dedans. Je passe volontairement rapidement. Et pour terminer, là où j'en suis, au tout début, c'est-à-dire que là, j'ai un MVP. La semaine prochaine, je commence la Builders Factory, qui est un mois, une sorte d'incubateur intense. Et mon objectif, c'est d'avoir le plus rapidement possible des premiers domaines en bêta. Et idéalement, donc voilà, j'ai mis d'atteindre avant en Q3, d'avoir mes 20 premiers domaines payants. Voilà. Et petite présentation à la fin, mais du coup, je suis Adrien, je suis un profil plus produit et dans la tech et fintech particulièrement. Et j'ai aussi une connaissance assez approfondie du vin de par mes certifications et
et la restauration dans laquelle j'ai pu participer à la construction de caves et de cartes des vins. Ok, super. Merci bien pour le pitch. Est-ce que tu veux commencer par les questions? Je veux bien commencer. Moi, la question que je me pose, c'est plus comment tu as détecté ce pain? Parce que, sur la première slide, tu dis mon constat. Mon constat, c'est que les vignerons perdent 30 à 40% du temps en administratif, en administration plutôt, même de façon large. Comment ça, tu l'as détecté et comment le projet il t'est venu tout simplement? Je l'ai détecté à travers à peu près 3 points. Le premier, c'est du coup dans la construction des cartes des vins pour des restaurants, qui était plus un projet perso. J'ai fait des salons pro et c'était moi le prospect. Et j'ai bien vu qu'il galérait à un peu tous les problèmes que j'ai pu citer, donc à me recontacter avec les bonnes informations rapidement après. Et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent vendre en fait, qu'est-ce qui est dispo vraiment à la vente, d'avoir un peu c'est mon vécu personnel pour avoir été de l'autre côté, et le côté physique où je me déplace régulièrement dans les domaines pour visiter et me balader, et j'échange toujours un peu avec soit les personnes qui sont sur place qui vont être vignerons ou alors des admins ou des commerciaux, et c'est un peu le constat physique, visuel de ce que je peux voir sur le terrain, quoi. Je vais enchaîner aussi sur les questions. Est-ce que tu vises des segments de marché, en fait, chez les vignerons et les caves qui est particulier? Est-ce qu'il y a ceux qui sont déjà digitalisés? Donc, est-ce que tu as envie d'aller prendre en fait chez eux parce que nativement, ils ont déjà eu envie et toi, tu apportes une solution meilleure? Ou tu vas chercher ceux qui ne le sont pas du tout, justement, pour commencer à digitaliser en fait leur process? Et pareil, du coup, est-ce que tu vises plus des grandes maisons, tu vois, ou des petits acteurs pour commencer parce que c'est eux que tu peux accompagner, tu vas parler le même langage qu'eux et tu penses que ce sera plus facile? Je vais répondre un peu les deux en même temps, mais en gros, la cible pour moi, c'est le milieu, enfin le mid-market, quoi. Parce que les très gros, ils ont le budget et ils se digitalisent un petit peu en permanence et ils y mettent des ressources énormes. Les tout petits sont pas très processés et n'ont pas enfin le pain est moins important. Donc c'est vraiment le cœur de cible et les domaines moyens, et c'est ceux qui représentent aussi en nombre le plus grand nombre de domaines viticoles en France. Et dans ce secteur-là, enfin dans cette cible-là, il y a un peu des deux. Il y a ceux qui justement n'ont pas voulu mettre d'efforts, que ce soit de l'argent ou d'intérêt dans les outils parce qu'ils n'étaient pas aussi simples à appréhender. Ou alors, certains ont déjà pris des solutions et en sont moyennement satisfaits, quoi. Donc, la réponse, elle est un peu les deux, quoi. Mais voilà. Ok. Bon, j'imagine que ça va s'affiner de toute façon au fur et à mesure que tu vas tester, aller chercher des clients, que tu vas prendre des noms et certains y seront oui, donc ça arrivera. Mais ok, ce sera bien à définir ça, je pense, pour toi pour la suite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions potentiellement avant Ouais, que je pose les autres? S'il y en a dans le chat là, qui veulent poser des questions, effectivement, n'hésitez pas. Sinon, j'en ai une autre, plutôt sur la partie marché, si j'en vois pas dans le chat. Sur la partie marché, moi j'ai souvent entendu que les gens consommaient de moins en moins d'alcool, il y avait de moins en moins de vin. Du coup, qui dit de moins en moins de vin, dit potentiellement de moins en moins de vignerons ou de la concentration. Comment tu te positionnes du coup sur un marché qui a plutôt tendance à baisser? Après, c'est peut-être un point de vue personnel, je ne sais pas exactement la trend que prend, mais c'est souvent quelque chose que j'entends en tout cas. Non, c'est tout à fait ça. Et en fait, je prends ce problème-là ou cette tendance à l'inverse de dire que, en fait, potentiellement, c'est plus compliqué pour le vigneron de vendre du vin puisqu'il y a moins de consommation. Donc, il doit un peu se forcer à améliorer ses process, ses process, que ce soit de création du vin ou de vente, à améliorer son positionnement, enfin vraiment aller
la vente devient un peu difficile, donc il faut faire des efforts. Et du coup, il y a un intérêt d'aller chercher des solutions pour l'aider là-dedans. Et il est prêt aussi à payer, puisqu'il y a aussi un coût lié à ça. C'est un premier point. Et un deuxième point, c'est le côté plus optimisation. Essayer de réduire les coûts, puisque voilà, le marché n'est pas, pour le vigneron, n'est pas au top. Donc, essayer de peut-être supprimer des outils qui l'ont depuis très longtemps et qui leur coûtent très cher par des choses plus simples et moins chères. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. On va passer au retour. Yes. Tu veux y aller ou... Vas-y. Allez, je vais commencer. Bon, moi, je trouve que ça sent que c'est tes premiers pitchs, Adrien. Hein, ça se voit. Pour l'instant, tu as plus parlé à des vignerons, sans doute en tant que passionné. Et après, là, tu construis ta solution. Donc, ça viendra avec le temps. Mais il faudra que tu fasses attention à vraiment t'entraîner à fond. En fait, le pitch, c'est un vrai art. C'est un truc de répétition. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et c'est pour ça qu'après, ça en découle et ça en devient naturel. Parce que là, il y avait pas mal d'hésitations, des choses comme ça. Ce qui est normal quand c'est tes premiers pitchs, mais du coup, c'est ça vraiment l'invitation que j'aurais à te faire, c'est pour toutes les autres fois, s'entraîner à fond, rabâcher, 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 et puis ça rentrera. Et puis évidemment, plus tu seras dans le projet, plus ça arrivera naturellement, hein, parce que là, c'est le début, tu te cherches encore, même dans les problématiques, qu'est-ce qu'il fallait mettre. J'imagine que le deck, il a modifié plusieurs fois là, dans les 2 dernières semaines. Donc voilà, il y a des choses que tu cherchais. Mais voilà, le premier conseil que j'aurais à donner, moi, c'est un peu ça. Effectivement, il faudra que tu t'entraînes tout le temps, que ce soit récité super bien, mais toujours de manière naturelle. Moi, sur mes retours, la première question que j'ai posée n'était pas totalement anodine. En vrai, je trouve que c'est un très beau, si on parle plus sur le fond, c'est un très beau projet. Et je pense que la vraie valeur de ce projet, c'est au final toi, ton expérience en tant que autant prospect que autant créateur de solutions SaaS, etc. En fait, tu as la double casquette, mais tu as vécu le problème. Donc, quand tu vois au début, moi, ça m'a fait un peu réagir quand tu as dit mon constat, c'est que 30 à 40% des vignerons perdent du temps sur l'administratif. En fait, moi, j'aurais plutôt commencé en expliquant toi ton point de vue, en fait. Pourquoi tu en es arrivé à ce projet? Toi, tu l'as vécu, donc tu as compris le problème. Là, tu dis mon constat comme si tu te plaçais en tant que reviewer des vignerons. Tu l'as vu, donc il faut que tu. En tout cas, moi, mon conseil, c'est que si tu veux en tout cas faire mouche, je pense que sur ce type de projet, il faut que tu portes le pitch et que tu le fasses en mode c'est moi. Et je pense que là, commencer par la slide équipe, justement, je pense que ça serait encore plus opportun. Après, c'est un avis très personnel, mais je pense que sur ce type de projet, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais comme conseil. Et après, sur la partie deck, fais attention quand tu mets des petites inscriptions en dessous des slides. Je crois que sur la première slide, tu as mis le marché en dessous du problème. Sinon, moi, je l'aurais pas vu, en tout cas, si je fais pas attention. Et en tout cas, c'était pas hyper lisible de cette façon-là. Et ça y est, à nouveau sur la slide suivante, sur la partie momentum marché. Et je trouve que c'est important, en tout cas, que ça soit plus visible et que ça soit pas, en tout cas, caché en dessous d'un deck. Voilà. Autre petite chose, ça viendra aussi avec le temps quand tu trouveras vraiment en une phrase ce que tu veux dire. Je trouve que c'est bien dès le départ d'exprimer ce que tu fais en une phrase et que tu le répètes à la fin. Parce que auquel cas, tu vois, il y a des gens qui sont un peu perdus pendant le pitch ou en tout cas, ils se posent des questions, ils réfléchissent, ils t'ont perdu et du coup, quand ils reviennent, ils savent plus où ils sont. Je trouve qu'en une tagline, c'est toujours bien au début comme à la fin d'exprimer simplement ce que tu fais. Donc, soit tu parles en mode tech, mais moi, je suis pas fan, surtout pour ton sujet. Soit tu dis juste qu'en fait, toi, tu vas être l'outil qui va permettre, en fait, à des vignerons, des caves, d'optimiser leur vente. Tu vois, peut-être une chose comme ça. Ça, ce sera à trouver avec le temps en fonction de ta proposition de valeur forte que tu sais que tu apportes. Ok. Merci beaucoup pour ces retours. Bon, je pense qu'on va devoir avancer, parce qu'il ne nous reste que 30 minutes pour les 2 derniers projets.
Faudrait pas qu'on Ouais. dépasse pour les autres. Bien noter tes retours aussi, Manuel. Adrien, peut-être que je te laisse aussi en prendre Yes. Voilà. prendre connaissance. Et aussi, si je peux repréciser aussi, peut-être que là, l'objectif aussi de Pitching Public, c'est de faire des retours plutôt sur la forme plutôt que sur le fond du projet. Donc, en tout cas, pour ceux qui feront des retours sur les prochains, c'est en tout cas l'objectif plutôt sur de la manière de pitcher, pas sur le fond du projet. Mais n'hésitez pas à en discuter dans tous les cas ensemble à l'extérieur parce que ça sert à ça aussi ce genre d'événement, hein. De toute façon, c'est de pouvoir se parler, se rencontrer. S'il y en a qui ont vécu la même problématique, d'autres pas du tout. Voilà, n'hésitez pas, c'est très très sympa de faire ça. Dovan, on te laisse y aller. Est-ce que tu peux présenter ou pas? Ou t'es sur le téléphone? Je suis sur le téléphone, ouais. Ok. Est-ce que du coup, Marine qui est dans la régie peut partager ou est-ce que nous on l'a? Moi, je peux peut-être me Attends. présenter à la limite. Tac, tac. Si tu l'as. Ouais, je vais présenter. Ok. Après, je peux le faire sans. Ah bah si tu peux faire sans. Comme tu veux. Enfin, ça dépend de l'exercice que tu as envie de tester, mais. Bah, comme expliqué, c'est pas un deck, c'est vraiment un dossier de présentation. Ok. Donc, il y aura pas de valeur métrique sur la taille du marché et autres. C'est vraiment pour moi, pour m'exercer à cet exercice-là que Ouais. je suis là aujourd'hui. Ok. Alors, pour vous présenter un peu la Skull Beauty, la Skull Beauty vient d'un constat assez simple. Je vais plutôt démarrer par l'équipe. Nous, on est dirigeant d'une chaîne de salons de coiffure en région Rhône-Alpes. C'est une entreprise familiale. Mon père gère depuis ça fait 35 ans qu'il est dans le domaine. Il a géré des chaînes nationales avec plus de 160 salons sur le territoire. Le constat, il est simple. Dans un salon de coiffure, dans un établissement de beauté, il y a 30 à 40% d'heures creuses. Donc ça veut dire que en tant que chef d'entreprise, vous payez des collaborateurs des fois à rien faire, sachant qu'une heure, c'est une denrée qui est périssable. Donc toute heure qui est démarrée, si vous n'avez pas de clients, vous perdez de l'argent. La plupart des professionnels pensent que quand on n'a pas de clients, bah, ça nous coûte 0 €. La réalité, c'est que une heure, elle est chargée, elle vous coûte le salaire plus l'ensemble des charges de l'établissement. Donc, on est en moyenne entre 40 à 50 € perdus par heure qui est inoccupée. Donc, un siège vide aujourd'hui coûte de l'argent. Nous, ce qu'on a voulu faire avec la Skull Beauty, alors c'est une plateforme de yield management. Le yield management, on connaît tous via les compagnies aériennes et ferroviaires. C'est la dynamisation du tarif en fonction de l'offre et de la demande. Donc en fait, on a une grille tarifaire en établissement. L'idée, c'est d'arriver à dynamiser certains créneaux en essayant de mettre de la remise sur ces créneaux-là. Il faut donner envie en fait à un client de pourquoi est-ce qu'un client va choisir de venir un lundi matin à 9 heures plutôt qu'à un autre moment. On va essayer de l'amener justement grâce à de la remise. Alors, c'est des modèles qui ont déjà existé à l'époque, ceux qui ont connu le ciseau ou alors Qt plus récemment. Ces modèles aujourd'hui n'existent pas. Ils ont été rachetés par un grand groupe américain et cet axe-là, cet ADN de yield management n'existe plus. Nous, on les a travaillés pendant plus d'11 ans, ces plateformes. Et c'est pour ça que finalement, on a décidé de créer la nôtre à la suite du rachat de Qt. Parce que finalement, aujourd'hui, sur le marché, il n'existe pas d'acteurs qui arrivent justement à amener une solution pour l'optimisation des plannings dans le secteur de la beauté. L'idée, c'est de faire de l'acquisition client. Donc, en fait, on vient amener des clients sur ces plages horaires-là qui sont creuses et on arrive surtout à optimiser justement la rentabilité des professionnels. Nous, on a 10 établissements sur Lyon, donc on a pu déjà faire notre test. Ça fait 3 mois que notre plateforme est en ligne. En 3 mois, on a pu faire 450 rendez-vous et générer plus de 35 000 € de GMV qu'on a amené justement à ces établissements-là. Il faut savoir que si la plateforme, on la coupe, ces 35 000 € n'existent pas. Donc, c'est 35 000 € apportés justement en plus. La solution, elle est là. C'est une plateforme de yield management qu'on vient donner et qu'on apporte. Alors, c'est une plateforme en OTT. On a une place on vient pas changer les éditeurs de logiciels actuels avec lesquels les professionnels travaillent, notamment Planity et autres. Nous, on vient se positionner comme un sidecar. C'est un agenda en plus qu'on rajoute et le professionnel, il a la possibilité d'ouvrir et de sélectionner les créneaux qu'il a envie de booster. Ça va tout de suite nous les mettre visibles pour la partie client.
Et derrière, le client va pouvoir réserver justement son créneau à ce moment-là. Donc, pour les professionnels, on arrive à leur amener justement, c'est gagnant pour tout le monde, étant donné que pour les professionnels, on arrive à leur amener du chiffre d'affaires en plus qu'ils n'auraient pas pu faire sans la plateforme. Et aujourd'hui, à part attendre derrière un comptoir, il n'y a pas de solution sur le marché. Et pour les particuliers, on va leur permettre justement de se faire plaisir et de ramener plutôt un peu plus de trafic dans ce secteur-là, qui sont des secteurs aujourd'hui plutôt en baisse. La coiffure, c'est moins 10%, pour vous donner un peu les chiffres. Donc voilà, aujourd'hui, on arrive à faire augmenter la fréquence, étant donné que la cliente arrive sur un créneau qui est remisé, donc elle est plus enclin finalement à développer. Nous, on pousse via la plateforme le développement, l'upsell et le cross-sell, étant donné qu'elle arrive sur une plage horaire qui est remisée. Donc tout ce qu'on va proposer en établissement va être mieux reçu. Et on le voit par les chiffres, parce qu'on arrive à faire, on a un pourcentage d'upsell à 46% par rapport au montant réservé et au montant final développé à la fin. On arrive à mettre en place aussi donc de l'upsell via, quand on va réserver une prestation, on va tout de suite lui proposer la prestation qui peut s'associer directement à la prestation première. Ensuite, voilà, l'approche, elle est simple, rapide et efficace. On ouvre un créneau en 3 clics. Et pour le modèle économique, c'est assez simple. Il n'y a pas d'abonnement. Nous, c'est pas d'abonnement, pas d'engagement. C'est un modèle qui est 100% à la performance. Donc, en fait, on peut ouvrir 1000 créneaux. Si on ne vous a pas ramené un client, ça ne vous coûte rien. Elle a été créée, alors nous, en étant acteurs du secteur, elle a été créée justement pour soutenir ce secteur d'activité-là, mais aussi l'ensemble du secteur de la beauté, parce qu'on part d'un principe simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez un planning et des collaborateurs, vous avez forcément des plages horaires qui sont creuses, donc il y a forcément de l'argent à aller récupérer. On pense des fois à aller ouvrir un autre établissement ou à d'autres choses pour justement essayer de faire plus de CA, mais la réalité, c'est que l'argent, il est dans le planning et il faut essayer d'optimiser au mieux pour justement derrière récupérer, pouvoir faire plaisir à ses collaborateurs et autres. Super. Merci beaucoup pour le pitch. Très, très cool. Bon, première question qui me vient, c'est si il y avait des concurrents à l'époque, pourquoi en fait ils n'existent plus? Enfin, tu vois, j'ai bien compris qu'ils se sont fait racheter, mais pourquoi est-ce que le modèle n'existe plus? Le modèle n'existe plus parce que les concurrents qui ont été les rachetés, qui s'appellent Booksy aujourd'hui, ils ont fait une levée de fonds, ils ont levé plus de 100 millions d'euros. Et leur but aujourd'hui sur le marché français, c'est de concurrencer Planity. Donc ils sont sur un même système et un même modèle économique. C'est un abonnement avec un CRM, c'est un logiciel de caisse en fait simplement. Et cet axe-là de yield management, il a disparu. Ok. Ok. Et dans ce cas, toi, côté yield, est-ce que du coup, il y a une possibilité, tu vois, même pour tes clients actuels, de leur envoyer des SMS, des emails, et en fait faire plus que de l'agenda, parce que je comprends que là, ce soit la première chose, hein, c'est quand c'est libre, on incite à venir pour des gens qui n'ont pas connaissance, c'est notamment ça, hein, si j'ai bien compris. Mais est-ce que même pour des clients fidèles, mais tu sais, qui viennent, je sais pas, une fois tous les 3 mois, moi je vais chez le coiffeur, voire peut-être plus en ce moment, auquel cas, là, tu vas inciter des clients déjà là. Ah bah voilà, en ce moment, il y a de la place chez nous. Venez, réduction exceptionnelle de -30, -40, -50%. Tu vois. Alors aujourd'hui, c'est pas possible étant donné qu'on n'a pas de connexion avec les éditeurs de logiciels en propre. Parce que par exemple, un client qui est chez Planity, nous, chez la School Beauty, on n'a pas sa base de données client. Ouais. Donc, on n'a pas cette possibilité-là de savoir et d'avoir la data, mais c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On a plusieurs deals qui sont en train de se faire avec des éditeurs de logiciels, parce que justement, aujourd'hui, la friction qu'on va avoir, c'est qu'il faut penser à ouvrir, en fait, un créneau quand vous en avez besoin. Nous, en général, on marche pour la veille, pour le lendemain, on fait J+1. Donc, en fait, la veille, on va récupérer et regarder l'ensemble des créneaux qui sont vacants le lendemain, et puis on va les ouvrir à -20 ou à -30. Ah ouais, La ok. réalité, c'est que si tu oublies de le faire, il n'y a pas de créneau. Et étant donné que c'est une plateforme, s'il n'y a pas d'offre, on a beau ramener des clients dessus, il va rien se passer. Et du coup, C'est et comment pense- même les nouveaux clients, tu les ramènes? Parce que du coup, tu peux mettre des réductions pour que ça les incite, mais comment ils sont avertis via des réseaux aussi ou Ça, c'est de la campagne marketing, notamment du Google Ads, du Meta Ads et autres. On fait en fait notre créneau à nous, c'est des créneaux dernière minute. Donc en fait, tu vas taper coiffeur Lyon ou coiffeur dernière minute dispo, on va sortir en premier. Et c'est comme ça qu'on arrive à ramener des clients. Ok. Tu as dit que tu prenais, ton business model, c'était de prendre une commission sur le C incrémental. Comment tu fais pour traquer exactement le nombre de clients que tu ramènes? Parce que du coup, est-ce que
c'est via la partie ads que du coup tu traques directement dès qu'un rendez-vous est pris. De quelle façon tu traques en fait que ça soit bien du CA incrémental, que le client ait bien pris son rendez-vous, qu'il soit bien pointé au rendez-vous, etc. Bah, le client, il prend rendez-vous directement sur notre plateforme. En fait, c'est comme Ok, si c'était Planity. Simplement, c'est pas, ça s'appelle la Call Beauty. Et la grosse d'accord, différence qu'on va ok. avoir avec eux, c'est que nous, on prend du rendez-vous sur la plateforme et c'est du rendez-vous qui est remisé. Ok, d'accord, ok. Très clair. Et si le client ne vient pas au rendez-vous, c'est qui assume la charge? Si le client vient pas au rendez-vous, il y a des règles simples. Si le client vient pas, c'est directement 80% arrive. C'est comme si que le client était venu pour nous. Donc, on va reverser 80% du montant de la compte directement au professionnel. Parce que lui, il a immobilisé son temps et son planning. Donc, même si le client n'est pas venu, c'est normal qu'il soit dédommagé. Ok, très clair. Très clair, très clair. Il y a des Ok. questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Retour de Sébastien, je vais peut-être le lire. Tac, 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 tac. Au moins, c'est bien, on peut commencer par ça sur la partie retour. Merci de ne pas l'avoir fait à la fin. Mon retour sur le pitch et la structure, on sent qu'il y a une réelle expérience avec un point dur identifié très clairement. Cependant, le discours n'est pas suffisamment structuré. On part d'un point A à un point B pour revenir au point A, mais ça viendra avec le temps. Merci pour la présentation. Merci pour ton retour, Sébastien. Et je ne sais pas si tu veux commencer, mais Ouais, non, on peut. Moi, je trouve. Enfin, en fait, tu connais parfaitement ton secteur, ça c'est sûr, hein. Donc, je suis d'accord avec tout ça. Moi, je pense que, vu que justement, tu es tellement dans ton secteur que ça a marché pour toi, mais parce que de toute façon, j'imagine que appliques à tes salariés et toi-même de remplir les créneaux la veille. Et je pense qu'il faut que tu ailles vérifier si le marché le fera, tu vois. Parce que c'est ça qui fera aussi la différence de est-ce que ta plateforme va vraiment être utilisée par d'autres, tu vois, des acteurs totalement externes. Et ça se validera aussi quand tu l'auras fait sur le marché. Ça, c'est le vrai distinguo de une solution qui est valide en fait pour ton pain à toi d'une validation sur le marché. Ok. Alors, moi, juste pour te répondre, ce qu'on a fait, c'est on n'a rien créé, si tu veux. On a vraiment pris quelque chose qui existait déjà. Et Ouais. moi, les plateformes qui existaient à l'époque, on fonctionnait de la même manière. Ces plateformes-là, elles faisaient 250 000 réservations par mois. Donc, Ok. il y avait pas de connexion API ou autre. Ça veut dire que les gérants d'établissement allaient ouvrir les créneaux la veille pour le lendemain ou alors à la semaine pour justement essayer de récupérer et avoir des clients sur ces heures creuses. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Je sais c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on se penche vers les éditeurs de logiciels Hum, parce qu'on hum, veut hum. pouvoir avertir les gérants s'ils l'ont fait ou s'ils l'ont pas fait. Mais la réalité, c'est qu'avant, ça fonctionnait déjà comme ça sans les avoir avertis. Donc, c'est pour ça qu'on est assez tranquille là-dessus. Ok. Ok. moi, sur mes retours, je suis assez d'accord avec Sébastien. Au final, même sur le déroulé, effectivement, on sent qu'il y a de l'expérience. Effectivement, on sent que c'est un problème que tu as vécu. Effectivement, le discours, il n'est pas suffisamment structuré, dans le sens où on part un peu dans tous les sens. Euh, Par contre, ce que j'aime bien, en fait, sur la façon dont tu le fais, c'est que du coup, tu identifies clairement on n'a pas refait le monde. On s'est inspiré d'une solution qui existe. Donc actuellement, il n'y a rien sur le marché qui est similaire. Par contre, si tu dis ça, il faut que tu puisses expliquer directement quel est votre avantage concurrentiel. Parce que si vous avez vu quelque chose qui a marché, vous l'avez refait, il faut que tu puisses être en capacité d'expliquer qu'est-ce qui empêche quelqu'un demain de le refaire en 2 ou 3 jours. Parce que ce qui compte actuellement, c'est même plus le temps de développement, c'est au final l'accès au marché, etc. Et au final, du coup, l'actif technologique n'a plus vraiment autant de valeur qu'avant. Donc, je trouve que c'est bien de le faire, mais si tu le fais, essaie juste de passer 20 secondes à te dire quel est du coup, vous, votre avantage concurrentiel. Et moi, je pense que c'est que tu connais le secteur, tu as un accès facile au secteur parce que tu le connais, tu l'as vécu, etc. et que tu l'appliques toi-même. Donc, c'est ça en tout cas qu'il faut mettre en tout cas en avant à la suite de ce que tu dis là. Ok. Voilà. Merci pour ton retour.
Mais sinon, ouais, je pense que, enfin moi, dernier truc, mais je vois un peu le pain, parce que enfin, j'ai ma mère, elle a un institut de beauté, donc je vois un peu les problématiques. Donc juste, je pense que tu arriveras très bien à le vendre vu comme tu es vu que tu es déjà dans le secteur. Maintenant, si tu as envie un jour effectivement de te le faire pour de la levée de fonds ou autre chose, effectivement là, il faudra que tu travailles le discours, que tu rajoutes des choses. Mais là, toi, c'est plus dans un but aussi commercial, de l'exprimer, de faire découvrir. Donc, je pense que c'est adapté. Mais le jour où, effectivement, tu vois, tu as d'autres interlocuteurs, il faudra que tu adaptes le discours. Mais sinon, moi, le pain, en tout cas, a été très bien compris. Donc, ça va. Je vois qu'on arrive vraiment au bout du timing. On rêverait hein, de vous donner encore plus d'insights, de discuter avec tous ces projets parce que c'est trop trop cool. Mais on va devoir un peu clôturer. Tout d'abord, un grand merci hein, d'avoir été tous là. Merci notamment de toute façon hein, aux startups d'avoir pitché aujourd'hui. C'est pas un exercice simple hein, le pitch, que ce soit de présenter son projet en quelques minutes, que ce soit en live, se prêter au jeu des questions-réponses, de recevoir des feedbacks. Hein, plus ou moins constructif, plus ou moins positif. Donc en vrai, merci à toutes les startups là pour votre énergie et la confiance hein, de faire cet exercice-là pour cette première édition. Merci aussi aux personnes qui étaient là quand même en live, qui ont assisté à l'événement, qui ont posé des questions, qui ont partagé des retours ou qui ont juste simplement suivi les pitchs avec attention. C'est grâce aussi à ce genre de personnes en fait que l'event peut marcher, que ça apporte son sens pour tout le monde et qu'il y aura bah, probablement une prochaine édition. Euh, voilà, donc pour terminer, comme on a évoqué, hein, l'événement il a été enregistré, donc le replay sera bientôt disponible, que ce soit sur notre chaîne YouTube et puis sinon de toute façon on pourra vous le repartager à vous de toute façon sur vos emails. Euh, pour suivre les prochaines éditions potentielles de Pitch and Progress, nos événements, nos appels à candidature et plus largement en fait les actualités du Hub 612. Allez nous suivre sur LinkedIn, on partage beaucoup de contenu et n'hésitez pas à échanger aussi avec nous. Alessio et moi, on est très réceptifs et on est là pour les entrepreneurs de manière large, donc on est là pour apporter des petits conseils évidemment. Donc voilà, encore un grand merci à tout le monde. Merci aux startups, merci au public, merci à Alessio, à Marine en régie. Et puis écoutez, à très bientôt pour une prochaine édition.